Coucou les petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vraiment faire parce que je la trouve essentielle. Donc nous allons parler des incontournables de Bookstab, BookTok, BookTube, etc. Bref, autant vous le dire tout de suite, il y en a beaucoup, mais alors beaucoup. Et beaucoup se rajoutent aussi au fil du temps. Donc là, je veux vraiment vous parler des principales qu'il faut, enfin des livres principaux du coup qu'il faut avoir lus si on veut comprendre toutes les petites références auxquelles je comprends pas forcément non plus. Bref, c'est vraiment pour moi les incontournables. Après, il y en a peut-être que vous aurez pensé, que vous pouvez me dire en barre d'infos. Comme ça, si je refais une vidéo de ce genre d'ici quelques temps, au moins j'aurai plus d'éléments. Bref, voilà, pour moi c'est vraiment l'essentiel et je pense que pour certains vous serez d'accord. Avant de commencer, je voudrais aussi vous prévenir que je n'ai pas tous les livres sous la main, puisque du coup, je vous l'ai dit il y a quelques temps, j'ai déménagé dans mon appartement du coup et j'en ai pas mal de bouquins, surtout ceux que je n'ai pas lus. Donc du coup, il y en a où j'afficherai par ici quelques templates et d'autres que, enfin en fait j'en ai beaucoup sous la main, donc il n'y a pas de souci. Commençons tout de suite du coup avec la romance, là où j'en ai sélectionné le moins et auquel j'ai pas toujours pensé parce que je lis pas énormément de romances, mais c'est quand même à dire les trois principaux et je sais qu'il y en a d'autres et je vous citerai peut-être comme ça, mais où je vous parlerai pas comme je vais faire avec les trois autres pardon. Dans un premier temps, l'essentiel de l'essentiel, il s'agit donc de Nos étoiles contraires, donc de John Green, qui est un roman dont tout le monde parle, dont tout le monde a lu, sauf moi évidemment. Bref, vous voyez la petite référence. Et je sais que c'est un énorme coup de cœur pour beaucoup. Ce livre me fait très peur, je le redoute beaucoup, puisque je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est peut-être aussi une des raisons de pourquoi je l'ai pas encore lu, parce que... Alors, j'aime pleurer dans un roman, ça c'est certain, puisque ça m'arrive souvent, mais surtout parce que je me dis comment si je pleure, c'est que c'est un livre excellent. Voilà, c'est... Non, pas toujours. J'avoue que The Kissing Booth 3, j'ai un peu pleuré. C'est des raisons plus personnelles, mais voilà. Mais ils comptent pas dans cette catégorie. Mais les autres romans auxquels j'ai pleuré, c'est que c'est vraiment des romans excellents pour moi. Et voilà quoi. Du coup, celui-là, il me fait très peur parce que je pense que je vais vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps. Et ce sera pas suffisant. Je pense que pendant plusieurs jours, je vais pleurer, voyez-vous. Bref, je ne sais pas, je me fais peut-être des plans sur les comètes, mais... Voilà, c'est un livre que je redoute beaucoup. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Hazel, une jeune fille de peut-être 17 ans je crois, qui est atteinte du cancer. Je sais plus trop lequel, je suis désolée. Mais elle va être rongée par cette maladie, c'est quelque chose qu'il faut accepter, encore plus quand on est jeune, puisque on a quand même toute la critique de la société, enfin, du même âge en quelque sorte. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dur. Et un jour, elle va rencontrer un jeune garçon, Augustus, qui lui aussi a un cancer. On va suivre un petit peu l'évolution de leur apprentissage d'eux-mêmes. Enfin, ils vont se découvrir eux, tout en se découvrant à deux. Et c'est une histoire d'amour très belle, très poignante. Moi, j'ai vu le film, j'ai beaucoup pleuré. Et du coup, on va suivre ces deux jeunes tourtereaux. Et je sais pas trop ce que ça peut donner, mais en tout cas, je sais que beaucoup l'ont lu, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont aimé, beaucoup ont pleuré, et du coup, c'est une des raisons de pourquoi j'ai très peur de le lire. Mais étant donné que c'est un incontournable, eh bien, je le lirai avec plaisir. Enfin, tout est relatif, mais vous avez compris l'idée. Et faudra bien que je me jette à l'eau un jour, mais peut-être cet hiver, puisqu'il est bleu. Donc peut-être cet hiver, ça pourrait passer dans ma pile d'hiver. On verra bien. Ensuite, passons au deuxième roman de la romance. Du coup, il s'agit de After, donc le tome 1. Toute la saga After, en fait, qui est pour moi vraiment essentielle pour comprendre beaucoup de références sur Bookstab, BookTok, BookTube. Bref, vous avez compris, tous les books quelque chose. Et pour moi, il est vraiment essentiel de le lire, de le découvrir, ou au moins de connaître l'histoire. Faut pas se fier qu'au film, parce que je sais que beaucoup peuvent juger l'histoire par rapport aux films, qui sont sortis un l'année dernière et un il y a 2 ans je crois, ou 3 ans. Et en fait le film reprend quasi pas. Enfin c'est l'idée principale si vous voulez, mais pour moi il est pas du tout bon. Enfin il est sympa mais ça vaut pas le bouquin. Attention, le bouquin est cool. Vraiment il est bien, hein, mais c'est pas non plus de coup de cœur. Mais c'est un incontournable de Bookstar. Pour vous faire un petit topo, c'est l'histoire de Tessa, du coup, une jeune fille qui va partir à l'université. Elle est
en couple depuis quelques années, il me semble, avec un jeune garçon dont je ne me souviens plus son nom. Et en fait, ils se sont promis beaucoup de choses qu'ils ne feraient pas avant le mariage. Voilà, donc je vous fais un peu le topo. Hein. Et en fait, ce jeune garçon ne la suit pas du tout à l'université, puisqu'il a, je crois qu'il va dans une autre université où il a un an de moins. Je ne sais plus exactement ce qui s'y passe, mais il ne peut pas venir avec elle. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, en fait, cette relation à distance. Voilà. Ouais, vous la voyez venir, je suppose. Elle va rencontrer un garçon, Hardin, qui est un peu ce bad boy... comment expliquer, qui fait le bad boy justement, mais qui est très fort en littérature anglaise. Et ils vont un peu se chercher tous les deux et ça va être très compliqué. Et en fait, peu de temps après la découverte de ce Gérardine, elle va aussi découvrir que c'est le meilleur ami de sa coloc, qui est dans la même chambre qu'elle du coup. Parce que c'est des chambres universitaires, pas une coloc, elle la connaissait pas avant, c'est ça que je veux dire. Et du coup, tout ce petit groupe-là, ils vont devoir se découvrir et elle va un petit peu intégrer le groupe. Vous la voyez venir ou pas? Elle va tomber éperdument amoureuse d'Ardine, le bad boy, mais bien sûr. Voilà, et en fait, il est bien plus qu'un bad boy. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et en fait, en vous racontant toute cette petite histoire finalement, ça me donne envie d'y replonger, mais quand je vois le tome 2, j'ai un petit peu peur. Sachant qu'apparemment c'est le moins bien. Mais j'avoue, quand vous disant le résumé, il me tente bien finalement. Bref, on verra. Mais voilà, pour moi c'est un incontournable. Je sais plus trop ce que je voulais vous dire, mais parce que je me suis un peu perdue dans le résumé. Mais pour connaître beaucoup de références, notamment la relation entre Hardin et Tessa qu'on peut souvent évoquer par rapport à ce qui s'y passe avec le pari qu'il y a dedans. Je ne vous en dirai pas plus. Bref, tous ces petits trucs, ça peut être assez embêtant de ne pas connaître en fait, puisque sinon on va pas comprendre toutes ces références. Et pour ne pas être perdu, faut tous les avoir lus. Donc c'est pas gagné pour moi. Mais voilà. Le dernier que je vous ai vraiment sélectionné dans les plus gros titres à connaître à ce jour, il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman, donc qui est une saga en 5 tomes. On en est qu'au 4 pour le moment, le 5 devrait pas tarder. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai adoré ce petit roman, ce petit roman graphique, comme vous pouvez le voir. C'est rare que j'en ai pas sélectionné beaucoup, mais j'en ai pas sélectionné du tout. C'est le seul en fait. Bref, voilà, du coup pour moi c'est un incontournable puisque c'est une romance MM entre deux garçons. Un qui le sait déjà qu'il est homosexuel et l'autre qui va le découvrir en tombant amoureux du jeune Charlie Spring. L'autre, c'est du coup le deuxième garçon, c'est Nick, je sais plus comment. Voilà, Charlie et Nick. Voilà. Du coup, il faut savoir aussi que cette petite saga va être adaptée sur Netflix normalement en série. Donc c'est génial, voilà, je suis trop contente. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un incontournable puisqu'il s'agit donc d'une romance MM, qui est rapide à lire en plus, donc vous avez aucune excuse. Ils sont juste incroyables, vraiment. Il y a beaucoup de références aussi à ce petit couple qui est tellement choupi. Vraiment, c'est Heartstopper, cette saga, aborde énormément de points durs dans la vie. Par exemple, le coming out. Ça, c'est très très compliqué pour beaucoup. Enfin, c'est ce qu'elle dit dans le roman et c'est ce qui se passe en vrai. Enfin, faut pas se leurrer. Beaucoup ont du mal à le faire. Il y a aussi tout ce qui est problème donc relationnel, problème de lycée, le jugement, la transsexualité. Il y a aussi les problèmes alimentaires. Bref, il y a un petit peu de tout cet aspect-là aussi, les problèmes de famille, tous les points, pas tous les points, mais beaucoup de points essentiels sont abordés dans cette histoire et j'ai vraiment adoré. C'est tellement mignon, c'est tellement bien fait. Dans le tome 3, c'est un petit peu trop, mais bon, c'est un détail franchement pour la beauté de ces 4 tomes. Le tome 3 il passe quand même, c'est pas grave, on accepte, c'est bon. Mais voilà, donc pour moi c'est vraiment un incontournable puisqu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Moi la première j'en parle beaucoup puisque j'adore. Voilà, je ne peux que vous conseiller de les lire et juste foncer. Donc voilà les 3 principaux que je vous ai sélectionnés. Après j'aurais pu en mettre plein d'autres parce que il y en a quand même beaucoup d'autres. Il y a pas mal de références, style la saga Off Campus, Campus Drivers, les 10 milli aussi que j'aurais pu vous parler, les Adopted Love aussi qui commencent à faire un peu leur entrée sur Bookstab, BookTok, bref, vous avez compris, tous les books, quelque chose. Voilà, c'est pour moi vraiment les principaux.
c'est aussi pour ça que je voulais lire, et c'est aussi pour ça que j'en ai lu, bref, vous avez bien compris le délire. Après, côté romance aussi, mais plus fantasy, La Maison au milieu de la mer Céruléenne pourrait rentrer dans les incontournables, puisque pour moi il est juste incroyable, et en ce moment beaucoup en parlent. Mais en même temps, je peux pas l'inclure en fait, déjà parce qu'il est trop récent, et je ne sais pas combien de temps la hype va durer, est-ce qu'elle va vraiment durer comme d'autres romans que je vais vous parler, ou est-ce que c'est vraiment en ce moment, et qu'après il sera un peu oublié, alors qu'il sera formidable, qu'il est formidable en fait. Bref, voilà, c'est pour ça que certains, je ne les ai pas inclus, parce que j'ai peur que ça soit trop récent en fait. Voilà, vous avez compris mon idée, mais il y en a des romans qu'on peut parler même aux adultes, qu'ils connaîtront, et vous allez voir pourquoi. Ensuite, côté dystopie, j'en ai que deux, mais j'aurais pu en mettre un troisième, mais j'ai hésité, donc on va voir ça. Donc le premier que j'ai sélectionné, il s'agit de La Sélection de Kirakaz, qui est formidable. Vraiment, c'est une saga coup de cœur pour moi, donc déjà vous l'avez compris, je l'ai lu, j'ai adoré. Pour moi c'est un incontournable, puisque beaucoup de références sont faites à America, à Maxon, à Aspen, toute la, on va dire la petite clique de la sélection. Beaucoup de choses font référence à cet univers. Et aussi une chose qui peut être un peu embêtante, j'ai envie de dire, c'est que beaucoup de livres peuvent être comparés à la sélection, comme Le Joyau, que je considère pas du tout comme la sélection, c'est juste un peu le même univers. C'est de la dystopie, donc forcément c'est un peu la même bulle, on va dire, mais voilà, les deux sont bien distincts. J'adorais les deux. Donc pour moi, Le Joyau pourrait aussi rentrer donc dans cette catégorie des incontournables, mais ils sont un peu moins évoqués, donc c'est pour ça que je n'ai sélectionné que la sélection, puisqu'il est intergénérationnel. Il est sorti en 2013 ou 2016. Attendez, j'ai un petit doute. Peut-être 2014. 2012. Voilà, il est sorti en 2012, donc quand j'ai dit 2013, j'étais pas très loin. Mais c'est pour ça que depuis 2012, vous vous rendez compte qu'il est quand même très connu depuis 2012. Il a une hype énorme. Tu peux l'avoir lu en 2012, tu peux l'avoir lu en 2021. Il est toujours présent, ce bébé est toujours là. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un incontournable, puisqu'il est intergénérationnel. Le Joyau 2014, on en parle un petit peu moins et c'est pour ça que je pouvais pas l'inclure. Mais voilà, mais pour moi c'est un incontournable. Du coup je vous ai pas fait de résumé, mais je vais vous le faire tout de suite. Donc du coup on va suivre America, qui est une jeune fille qui vit dans les bas-fonds de la société, si vous voulez. Elle est vraiment dans une des classes les plus bas, comment ils ont appelé ça, une des castes, je crois. Attendez, je vérifie. C'est bien ça, donc ils sont à Iléa, donc c'est la ville, la cité d'Iléa, et ils sont répartis par caste. Donc, vous voyez bien, il y a la royauté, et il y a les castes inférieures, il y en a entre-temps, etc. Bref, tout dépend du métier, etc., etc. Je vous ai fait un petit topo rapide. Et en gros, du coup, America vient de la plus basse des castes, et un jour, donc le prince Maxon, le futur héritier du coup d'Iléa, du trône d'Iléa, doit se marier, il faut qu'il ait une femme. Et du coup, ses parents, donc comme la tradition l'exige, faire des élections de 35 jeunes filles où elles vont se présenter. Elles n'auront pas le choix de se présenter. Et ça va être un espèce de tirage au sort. Et ils vont avoir des petits défis à relever. Et du coup, ils vont rentrer dans le palais et vivre pendant des mois avec le prince jusqu'à ce qu'il les sélectionne en fait. C'est un peu une sorte de télé-réalité version royauté, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, c'est trop bien. Autant la télé-réalité style à la télé que j'aime pas du tout. Mais là, en roman, c'était juste sublime, c'était incroyable. On voit en fait tout l'aspect de la royauté, belle royauté, et les côtés à pas voir en fait. On découvre un petit peu tout cet aspect-là et c'est super bien fait. Et Kirakaz, elle avait un don pour faire ça. Enfin, elle a un don. Elle a fait du coup l'élite et l'élu, qui sont le tome 2 et 3. Il y a aussi l'héritière et la couronne, donc qui sont la fille d'America, avec Maxon Aspen. Je ne vous en dirai pas plus. Mais voilà, du coup, c'est vraiment un livre intergénérationnel. Ce livre que vous pourrez parler dans 10 ans, sera toujours là, j'en suis sûre. Et s'il commence à être oublié, vous inquiétez pas, je vais le remettre en avant, parce que pas être dans les bas-fonds en fait, c'est pas possible. Mais voilà, il est vraiment sublime, j'ai pas les mots en fait. Quand j'aime trop, j'ai pas les mots. Et quand j'aime pas assez, bah, j'ai pas les mots non plus.
ça n'a aucun sens. Mais bon bref, du coup tout l'univers est très très bien construit. Il y a suffisamment de textures pour nous construire l'univers, mais en même temps pas suffisamment pour être trop submergé d'infos. Et tout va se faire au fil des 3 tomes, et c'est incroyablement bien fait. Mais voilà, c'est très très bien construit, et je vous recommande beaucoup de le lire. Beaucoup de le lire, ça se dit pas beaucoup, mais ça se dit pas du tout. Oh là là, je ne sais plus parler. Ça ne va plus, bref. Du coup, toujours dans la dystopie, le deuxième que j'ai sélectionné, et du coup le dernier de dystopie, et pourtant j'adore les dystopies, il s'agit d'un roman, vous vous en doutez bien, qui est intergénérationnel, qui ne sera jamais oublié puisqu'il y a des films dessus. Voilà, c'est The Roman. Il y a tout un univers autour, c'est même plus qu'un livre, c'est plus que des films. Il s'agit de Hunger Games. Et waouh, c'est The claque à prendre. Si vous n'avez pas lu Hunger Games déjà sur Bookstar, vous allez être perdu. Parce que c'est une des sagas les plus parlées sur tout l'univers des bouquins. C'est vraiment un des romans les plus évoqués, les plus... tout en fait, les plus tout. Voilà, clairement. Et elles sont juste incroyables. Après, je suis une grande fan aussi. Il y a le délire, mais du coup, vraiment, ils sont génialissimes. Beaucoup qui sont pas fans de base ont adoré, et ça, du coup, je suis trop contente. Voilà. Donc, dans cette histoire, on va suivre Katniss, une jeune fille de 16 ans, qui va tout faire pour protéger sa famille. Elle a perdu son père quelques années plus tôt, et du coup, il ne lui reste plus que sa mère, sa petite sœur, et elle va tout faire pour veiller sur sa petite sœur plus particulièrement, puisque sa mère est beaucoup affectée par ça, et du coup, c'est très compliqué pour elle. Bref, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Et en gros, chaque année, il y a les Hunger Games. C'est une sorte de télé-réalité qui rappelle au peuple, donc aux 12 districts, que la guerre c'est mal et qu'il ne faut pas se rebeller contre le Capitole, donc la base, le centre en fait, où ils dirigent tout. Je sais pas comment dire ça, mais bon bref. Et du coup, ils vont chaque année sélectionner un garçon et une fille à partir de 12 ans je crois, à vérifier, mais à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans. Et en fait, ils ont tout cet âge en fait pour être sélectionnés pour les Hunger Games. Katniss dit à sa sœur, tu ne seras pas prise, c'est ta première fois que tu participes, etc. Tout se passe pour le mieux. Sauf qu'en fait, arrivé au moment du tirage des prénoms du coup, Primrose, donc sa petite sœur, est sélectionnée. Elle n'hésite pas une seconde, elle court à sa rescousse et elle va se porter volontaire pour participer aux Hunger Games. Voilà, c'est un petit peu le topo de l'histoire. Je suis pas très douée à résumer en fait, ça c'est sûr, mais voilà, vraiment ce livre est un incontournable. Énormément de personnes en parlent. C'est vraiment le plus gros des incontournables, avec certains autres bien sûr, mais celui-ci il est partout. Que ça soit en livre, en fanart, en film, en fanfiction, en poster, en figurine, en pop, bref, tout ce que vous voulez. Il est tout le temps là. Hunger Games est toujours là. Ça fait partie des grosses sagas à lire absolument à partir de peut-être 13 ans. Parce qu'il faut pas lire trop jeune quand même pour bien comprendre tout l'univers, toute la psychologie des personnages, etc. Tout ce qui se passe autour des districts au niveau de la guerre, de la rébellion, des Hunger Games à proprement parler. Bref, tout ça. Faut pas le lire trop jeune non plus, hein, on va pas lire ça à 9 ans. Mais pour bien comprendre, je pense que 13-14 ans, c'est pas mal. C'est un bon début d'entrée en matière, en tout cas avec le tome 1 qui est pas le plus violent, heureusement. Mais voilà, du coup pour moi c'est vraiment un des plus gros incontournables. C'est un classique, c'est même plus un incontournable, c'est un classique pas des Hunger Games, mais des livres sur Bookstar, c'est un classique. Voilà, je peux pas vous dire mieux pour celui-ci. C'est vraiment une pépite, un livre à lire. Voilà, il y a beaucoup d'éditions d'Hunger Games là qui sont parues, enfin qui ont été éditées. Celle-là, c'est donc la version Pocket PKJ. J'en ai une autre qui devrait arriver. Oui, j'ai craqué. Mais en grand format, du coup, le 3e est bleu, le 2 est rouge et celui-là est jaune. Enfin, jaune. Plus, bref, je sais plus exactement, mais il est noir-jaune, un peu comme celui-ci, mais un peu plus détaillé. Voilà, je voulais l'avoir en plusieurs éditions. Et je suis en train de commencer ma petite collection. Dans cette même veine, j'aurais pu prendre aussi le labyrinthe, mais il est tellement différent des films que l'on connaît le plus
que du coup je trouve que c'est pas si incontournable que ça, et c'est pour ça aussi que je l'ai pas sélectionné, mais j'avoue que j'aurais quand même pu le prendre dans la collection, dans la catégorie dystopie. Maintenant passons à tout ce qui est fantasy, et oui j'en ai une sacrée bile quand même. Donc dans un premier temps je vais vous parler de ACOTAR, donc un palais d'épines et de roses. Je vous mettrai une petite affiche juste ici, donc je vais me décaler un petit peu parce que des fois on voit même pas la moitié de ma tête. Bref, voilà. Donc dans cette histoire que je n'ai pas lue, je ne sais plus le nom des personnages et j'ai pas le bouquin sous la main. Donc le résumé va être très rapide et pas très constructif, mais je vous laisserai aller voir ça en barre d'infos. Mais du coup c'est une saga qui n'est pas encore terminée. Il y a 4 tomes en français. Un 5e est sorti, donc A Court of Silver Flames, si je me trompe pas. Je sais plus exactement où il se place, enfin c'est le dernier, mais je crois que c'est un tome 5. Parce qu'il y a tome 1, donc un palais d'épines et de roses, un palais de cendres et de brume, un palais de je sais plus quoi, et un palais de glace et de lumière, ou je sais plus quoi. Ils ont tous des très jolis noms, ils sont tous très jolis. Mais du coup j'ai que le tome 1 dans ma bibliothèque. Et là du coup il est Armand, donc je peux pas vous le présenter. Mais du coup c'est une histoire de failles, pas de petit peuple, mais il va y avoir une guerre autour de ça, et c'est un peu, de ce que j'ai compris, un remix de La Belle et la Bête, version faille. Du coup, dans la veine des livres que je n'ai pas, je vais vous parler de Grisha rapidement aussi, puisque vu que je l'ai pas là, j'ai plus le résumé en tête, j'avoue. Et il y en a tellement que j'ai pas pu aller les chercher avant, sinon je ne pourrais plus rappeler. Et du coup, pareil, je vous laisserai aller voir en barre d'infos, parce que c'est un petit peu flou. Mais du coup, voilà, Grisha pour moi est un incontournable, comme ACOTAR, puisque c'est 2 sagas auxquelles on parle énormément. Grisha et Sex of Crows encore plus, puisque il y a la saga Shadow and Bone qui est sortie. Donc tout l'univers du Grishaverse, en fait, les Bardugo en général, est archi connu. C'est une des auteurs les plus parlées sur Bookstab, BookTok, Booktube, la panoplie. Voilà, c'est une des auteurs comme Victor Dixon par exemple, qui est des plus parlées, puisque tous ces romans font fureur, donc forcément, on parle beaucoup de cet auteur. Du coup pour Grisha, comme je vous l'ai dit, comme ACOTAR, je ne vous fais pas vraiment de résumé, tout sera en barre d'infos, mais pour moi c'est des incontournables. Donc je vous explique un petit peu pourquoi, car énormément de choses sont faites en relation avec ces 2 sagas. Tout l'univers du Grishaverse est très complexe, il y a beaucoup à connaître, etc. Donc comme pour ACOTAR, c'est un univers entier, il y a beaucoup de mèmes, beaucoup de réels, beaucoup de vidéos là-dessus, etc. Bref, il y a beaucoup de choses face à ça. Et du coup c'est pour ça que c'est un incontournable. Tout le monde l'a lu, tout le monde a les références, et moi j'ai pas forcément ces références, du coup j'avoue que j'aimerais bien les connaître quoi. Mais voilà, du coup là le résumé je l'ai plus en tête malheureusement, donc je passe très vite sur ces 2 sagas. Mais j'en ai tant d'autres à vous présenter que c'est pas très grave. Du coup, dans la veine du Grishaverse, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a Six of Crows qui est pour moi un incontournable. Donc là j'ai enlevé sa jaquette, version grand format. En haut je l'ai en petit format. J'aime pas le petit format, il est pas beau. Et du coup j'ai acheté en grand format nouvelle édition. J'hésite à garder les 2, mais je ferais peut-être gagner Six of Crows. Donc ouais non, là j'ai enlevé la petite jaquette. Et ça c'est le tome 1. Il est sublime. Et le 2 est pépite quoi. Voilà, du coup je suis trop contente de pouvoir me les avoir procurés en fait en grand format, parce que je suis fan, je suis trop fan vraiment. Et la version en anglais est tout aussi jolie. Donc je vais faire un petit rapide résumé bien sûr. Je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc dans cette histoire on va suivre un gang de 6 personnes, donc qui sont chacun pas ordinaires, vous vous en doutez bien, ils sont tous extraordinaires, je cherchais le mot. Donc nous avons un voleur, donc je vais vous dire ce qui est écrit parce que je me rappelle plus de tout. Nous avons un voleur, une espionne, un fugueur, un tireur d'élite, accro au jeu. Pas aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, plus précisément. Un soldat et une Grisha. Donc tout l'univers du Grishaverse revient un petit peu dans celui-ci. Mais pas tant que ça, puisque je n'ai pas lu Grisha, mais j'ai lu Six of Crows, du coup, la duologie, il y a 2 ans de ça. Et j'ai adoré. À un point que là j'ai envie de les relire, vraiment. Donc on va suivre cette petite bande. Attention, gare à vous si vous les croisez, hein. Faites attention. Vous aurez peut-être plus de sous dans vos poches et vous allez vous transformer en sauterelle, je ne sais pas. Mais il faut faire très attention car ils sont tous redoutables. Ils vivent dans les bas-fonds de Ketterdam. Un jour, un riche marchand, donc Van Eyck si je me trompe pas, va les missionner pour aller faire une mission et sauver du coup toute la ville de la destruction. Ça vous donne pas envie? Oui, non, mon résumé est éclaté, vraiment, donc je comprendrai. Mais si vous allez voir en barre d'infos, après j'aurais pu vous le mettre là, mais vous allez voir à l'envers. Donc
c'est pas ouf, mais ils sont génialissimes, vraiment, je ne peux que vous les recommander. Et aujourd'hui, j'arrive pas à faire des résumés qui donnent envie, mais vraiment, ils sont sublimes. Pour moi, c'est un incontournable, car il y a beaucoup de choses autour du Grishaverse. C'est intergénérationnel, pareil. Je sais pas de quand il date, celui-ci. Bon, du coup, cette édition-là, elle date de 2021. Voilà, première édition 2016. Donc vous voyez que c'est quand même assez vieux. Alors tout est relatif, mais c'est relativement vieux et pourtant ça fait fureur. Et tout l'univers en fait de Leigh Bardugo qu'elle a créé, ça fait fureur et c'est incroyable. Je comprends pourquoi tout le monde aime. C'est divin. On plonge à même un univers de criminels et de magie, etc. qui est sublime. On est vraiment immergé au cœur d'une ville, au cœur d'un univers entier qui nous sort complètement de notre réalité, et pourtant ça pourrait paraître un peu vrai au vu que ça se passe dans une ville, qu'il y a des voleurs, des espions, des machins, ça peut faire un peu vrai en soi, ça pourrait exister, et voilà, donc pour moi c'est vraiment un incontournable. Ensuite passons à un roman, une saga, une très grande saga qui n'est pas terminée, donc de 8 tomes plus un tome 8.5, je sais pas si vous avez deviné, mais c'est une saga qui me tient énormément à cœur. Bon, j'arrête de vous faire mariner. Il s'agit de Gardien de Cité Perdue. Cette saga, waouh, pour moi c'est un incontournable. Ok, je suis pas très objective puisque je suis archi fan. J'ai déjà lu les 3 premiers 3 fois, je sais même plus. Bref, je les ai déjà relus plusieurs fois. J'ai lu le tome 4 en décembre et je vais seulement attaquer le tome 5 puisqu'il fallait le temps que je digère le 4. La fin du 4 plus précisément. Et du coup, cette saga pour moi est un incontournable. Donc si aussi pour moi c'est un roman phare, du coup, un incontournable de Bookstas, parce que c'est vraiment la grosse saga phare des éditions Lumen. Et cette édition a été publiée donc en 2014, donc le premier tome. Et je crois que l'auteur en 2012 pour son écrit à elle. Et du coup en anglais, avant qu'il ne soit traduit. Oula, pardon. Donc oui, c'est ça, c'est 2012. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une saga phare. Parce que c'est une des plus grosses sagas de Lumen. C'est peut-être celle aussi qui a aussi fait en sorte que cette maison d'édition a grandi. Ils ont accueilli Shannon Messenger à Montreuil et donc à plusieurs reprises avant. Enfin, c'est quand même un événement. Voilà, pour moi, c'est vraiment une des sagas incontournables. Beaucoup en parlent, notamment avec les book boyfriends, donc Fitz et Keith, que j'adore plus. Voilà, donc c'est comme une saga jeunesse. Faut pas s'attendre non plus à une évolution des personnages très pointue comme on peut retrouver en dystopie par exemple, ou dans d'autres genres littéraires. Mais voilà, pour moi c'est vraiment une saga incontournable. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le résumé, mais du coup je vous laisserai aller voir en barre d'infos. Après je l'ai dit à plusieurs reprises en post ou en vidéo sur d'autres vidéos quoi, comme les book hauls quand j'ai reçu les derniers, ou les vlogs, etc. Bref, au pire je vous le referai plus tard, mais là du coup je ne vous fais pas de petit résumé pour celui-ci. Ensuite, une des plus grosses sagas que tout le monde a lu, ayant détesté ou adoré, il s'agit donc roulement de tambour, La Passe Miroir, du coup, que j'ai découvert le tome 1 au mois de mars et que je compte bien continuer cet automne. Du coup, c'est un énorme bébé, on va pas se le cacher. Je sais plus exactement combien il fait de pages, autour d'un bon 500. C'est à peu près ça, je crois, 517, 518, c'est ça. Donc c'est vraiment la saga incontournable. Tout le monde doit découvrir cet univers très particulier pour comprendre beaucoup de choses, beaucoup de raisons au niveau des personnages, au niveau de l'univers qui est très particulier, qui est bien à lui. Voilà, c'est quelque chose. Du coup, pour faire un rapide résumé, c'est l'histoire d'Ophélie, donc une passeuse... La passe miroir, oui c'est ça, une passeuse de miroir du coup. En fait, elle a la capacité de passer à travers le miroir et aussi de lire les objets. Elle pose sa main sur le bouquin, elle le touche et elle ressent en fait tout ce qui s'est passé. Elle sait donc qu'il a été travaillé en usine, qu'il est passé dans un carton, qu'il a fait un transport, qu'il a été du coup en librairie, touché par les libraires, et qu'après il a trouvé son petit chemin en septembre dans ma bibliothèque. Il a fait rond ici, bref, elle saurait tout. Je vous raconte aussi un peu ma vie au passage, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, du coup, si Ophélie faisait ça, elle saurait tout ce qui s'est passé sur ce bouquin à qui il appartenait, etc. Bref, en l'occurrence qu'à moi.
Voilà, c'est un petit peu le topo de cette histoire du coup. Et elle va devoir se marier alors qu'elle veut pas se marier. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir par vous-même. Pour moi c'est un super tome 1. Pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers qui est propre à lui-même. C'est très... comment dire ça, très particulier. Faut quand même bien s'accrocher, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses à imprégner, à comprendre, mais une fois rentré dans l'univers, c'est super intéressant. Ensuite, toujours dans la fantasy, une saga qui est beaucoup parlée et de plus en plus et qui ne s'arrêtera pas puisque deux belles personnes donc qui sont Kimi et Ellie Demo, donc Kimi Collection et Ellie Demo, qui font une propagande de ouf sur ces romans. Il s'agit donc du Faiseur de rêves, donc de Laini Taylor. Là je vous présente l'édition du coup de Legend Crate, Joy Crate. Mon accent est devenu pourri, bref, on s'en fiche. Du coup là je vous présente cette édition car la version originale de Lumen est chez moi en fait, à Rouen, donc pas ici. Et voilà, du coup je n'avais que celle-ci sous la main, mais au lieu de vous faire que des templates et vraiment faire que ceux que j'avais vraiment pas, là j'ai préféré vous montrer cette belle édition qui est juste sublime. Je vous montre au passage la beauté, mais vraiment hein, la beauté de ces éditions. Et chose à noter, ils sont signés. Attendez, je vais vous montrer ça. Ici. Donc au début je ne voulais pas montrer, je n'avais pas fait d'unboxing parce que j'avais un peu honte on va dire du fait que ça soit si cher et que j'ai pu me les procurer. Voilà, je trouvais que c'était pas très légitime pour certains qui ne pourraient pas. Mais en même temps voilà, je suis tellement contente de pouvoir les avoir eus. Et c'est tellement d'économie du coup je suis percée que du coup voilà. Je préfère quand même vous les montrer. Et en fait à l'intérieur, il y a des... Alors, voilà, il y a en fait des notes, des annotations de l'auteur, donc je trouve ça trop cool. Donc on va suivre Laszlo, ce petit personnage, qui est attiré par la magie, par beaucoup de choses en fait, par les mythes et légendes, et il vit en fait au sein d'un monastère. Et du coup, ils sont un peu bridés, si vous connaissez un peu le milieu, ils sont quand même assez bridés sur les connaissances, etc. Et lui, il va quand même passer toutes ses journées à la bibliothèque dès qu'il le peut pour aider, ranger, beaucoup lire aussi, et apprendre beaucoup de choses. Et en fait, il va s'imposer pour partir dans une ville qui a besoin d'être reconstruite. Parce que il y a une espèce de citatiel, comme dans la place miroir, mais je sais plus exactement le nom, une espèce de nuage avec un royaume dessus, qui abrite des personnes hors du commun. Je sais plus comment ils les appellent, mais ils sont toutes bleues, etc. Et en fait, il va se passer beaucoup de choses là-bas et du coup il va découvrir un monde qu'il ne connaissait pas et qu'il adore. Voilà, c'est un résumé complètement bateau, qui est complètement nul et qui est même pas à la hauteur de cette beauté. Mais du coup je vais vous laisser aller voir ça en barre d'infos encore et encore. Enfin nous arrivons dans les deux derniers de la fantasy. Là nous allons parler du coup de Caraval, un autre de mes coups de cœur. Un roman qui est aussi incontournable à mon avis, puisque le tome 3 en fait ne s'est pas encore fait traduire. Bayard ne voulait pas. Ils ont dit que niveau financièrement ça les intéressait pas en fait, que pas suffisamment de gens le traduisent. Et du coup une petite maison d'édition, je ne sais plus le nom, a décidé justement de le traduire et je suis trop contente. Voilà, donc je me relais dessus. Et du coup c'est pour moi c'est un incontournable, c'est bien par rapport à toute la polémique qu'il y a eu dessus au vu de la non-traduction en fait du tome 3. Il est sorti en 2017, mais ça reste un roman que tout le monde parle beaucoup, pas comme les autres que je vous ai présentés avant, mais il est quand même souvent évoqué, il est quand même récemment lu par beaucoup de personnes, beaucoup continuent de l'acheter, donc pour moi c'était essentiel quand même de le mettre dedans. Il y a beaucoup de références aussi, c'est un univers très particulier, assez sombre mais en même temps très lumineux et voilà, c'est pour ça aussi que du coup je voulais quand même vous le présenter parce que pour moi ça reste un incontournable et il faut l'avoir lu. Ça ne vous empêche pas de comprendre toutes les références sur les réseaux, ça je vous l'accorde, mais pour moi ça reste un incontournable puisque il faut quand même que ce livre survive. Voilà, je veux que ce livre survive. Il y a beaucoup de choses aussi quand même dessus. Voilà, je sais pas comment vraiment vous expliquer, mais pour moi ça reste un petit incontournable. C'est peut-être un des plus petits, mais ça en reste un quand même. Ensuite, passons au dernier de la fantasy, auquel je connais très peu le résumé encore une fois. Du coup, pour la plupart des résumés que je ne vous ai pas fait, tout est en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Là, je pouvais pas tout retenir. Pour le coup, j'avoue que même quand je les ai lus, des fois, tout se mélange. Bref. Du coup, le dernier, il s'agit donc de The Cruel Prince, donc le prince cruel en français.
Le tome 1 et le tome 2 sont sortis du coup cette année. Et c'est une saga de 4 tomes si je me trompe pas. Moi je l'ai en version anglaise, donc en hardback, il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer quand même. Voilà. Du coup, je veux vraiment me lancer dans la littérature anglaise. Et c'est aussi pour ça que j'ai craqué pour celui-ci. Parce que dans ma tête, ça sonnait trop fou. Le prince cruel. Je sais pas pourquoi. Hein. Dans ma tête, ça veut pas s'intégrer. Et du coup, je préfère vraiment The Cruel Prince. Allez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais voilà, du coup, pour moi, c'était vraiment un incontournable. C'est devenu un incontournable de Bookstar. Beaucoup en parlent. Il y a beaucoup de références aussi parce que c'est de la royauté. Et du coup, je pense que c'est facile aussi de faire des références. Un peu comme un Cotard, du coup, vraiment des livres mis en avant par rapport à ce fait-là, que ce soit des Enemies to Lovers, qui est de la romance du coup, qui est tout ce qui est magie, etc. C'est beaucoup de livres qui sont mis en avant, et du coup ça me semblait essentiel de mettre celui-ci, qui à l'heure actuelle prend de plus en plus d'ampleur, et qui pourtant celui-ci est sorti il y a quand même quelques années, puisque l'auteur a quand même sorti la suite des 3 autres, pardon. Donc du coup, celui-ci, on est Black Lake en 2018 et il a été traduit seulement l'année dernière. Celui-ci, je trouve qu'il commence à vraiment se ressortir du lot et on commence à de plus en plus en parler. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que c'est essentiel de le mentionner aujourd'hui. Voilà. Oh, je m'emporte pour rien, ça ne va plus. Nous arrivons à la fin, il n'en reste plus que 4 et cette fois-ci c'est une partie fantastique. Donc, celui-ci sera le dernier, vous comprendrez pourquoi. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de Twilight. Donc là, j'ai la version Pocket en fait de chez Hachette Roman. Je croyais que c'était pas eux, mais du coup si, parce que ils ont fait le grand format que tout le monde connaît, et du coup ils ont refait en petit, en coffret. Mais il est tout là-haut, vous le voyez pas, c'est dommage. Donc voilà, ils sont trop beaux, j'aime vraiment beaucoup. Et je me dis que si je les lis, je les lirai peut-être en poche du coup, puisque ce sera plus simple à mettre dans mon sac pour aller en cours. Donc on verra. Est-ce que je vous fais vraiment le résumé de Twilight? Peut-être un petit peu. Ok, donc c'est l'histoire de Bella, une jeune fille, qui, ses parents se sont séparés. Son père vit dans l'Arizona, si je me trompe pas. Et sa mère vit à l'autre bout du pays avec un autre homme un peu riche. Ils font plein de voyages, etc. Elle ne s'occupe pas vraiment de sa fille. Et donc elle part vivre chez son père. Un peu à contre-cœur. J'avoue qu'elle a pas trop envie d'aller là-bas, sachant qu'il y avait le soleil et que là, sous la pluie. Un jeune garçon va attirer son attention. Et ce jeune homme est un petit peu particulier puisque en fait c'est un vampire. Elle ne le sait pas tout de suite et du coup il la fuit beaucoup parce que son odeur l'attire et du coup elle va se dire mais en fait je pue, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc c'est une scène emblématique, on va pas se le cacher. Mais voilà, encore une fois je tiens un résumé pourri, vraiment. En fait je vais me renommer résumé pourri, voilà. Mon dieu, c'est déprimant. Donc pour moi, cette saga qui dure depuis des années et des années, j'irais peut-être 2011, 2013. Et là, si je la trouve, je vous la dirai. 2005, je me suis trompée, c'est encore plus jeune, enfin plus vieux. 2005, j'avais 3 ans. Donc oui, vous vous doutez bien qu'à 3 ans, je ne disais pas encore de Twilight. Au pire, je lisais les Choupi. Et là, je lisais ce genre de trucs, quoi. Et encore, je crois que je lisais même pas à 3 ans. C'est ma famille qui me lisait des livres, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pas du coup, que je l'ai pas encore découverte. Mais je me dis que je suis quand même dans le bon âge pour le découvrir, comme la plupart de ceux qui avaient mon âge en 2005. Je parais si jeune comme ça. Ah, j'en peux plus. Désolée, la fatigue remonte. Mais voilà, du coup, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Parce que depuis 2005, on en parle encore. Il y a eu des films, donc comme pour Hunger Games et d'autres. Il y a des fanarts, des fanfictions, des posters, des pop, tous les goodies qui peut y avoir en fait. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est un des plus gros incontournables en plus de Hunger Games et deux autres dont je vais vous parler juste après. Et c'est pour ça qu'il faut quand même les avoir lus pour moi. Parce que c'est quand même des romans essentiels. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Nous arrivons quasiment à la fin du coup. L'avant-dernier, il s'agit de The Mortal Instruments. Vous pouvez le voir, j'ai beaucoup aimé. C'était d'abord une lecture commune et après j'ai mis mes petits post-it et j'avoue j'ai vraiment adoré. Donc c'est une saga de 6 tomes, plus une autre partie de la saga qui s'appelle Renaissance, plus les origines, bref. Comment elle s'appelle? Cassandra Clare, pardon, a fait beaucoup de dérivés de cette histoire. Elle a vraiment fait son monde, un petit peu comme Léo Bardugo du coup. Et autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré, c'est une saga emblématique.
Beaucoup parlent des relations qu'il y a entre les personnages, notamment Chase et je sais plus comment il s'appelle, bref, voilà. Beaucoup tournent autour de cette histoire. C'est une saga qui est encore très populaire. Elle date, du coup je peux faire d'estimation puisque je viens de me tromper sur Twilight, de 2008. 2008, vous vous rendez compte? Enfin voilà, du coup ça prouve à quel point cette saga est encore très connue, encore très présente, et du coup ça prouve à quel point cette saga est encore là et encore présente, un peu comme Hunger Games. Bon, il n'y en a pas autant. Il y a eu un film dessus et il y a eu toute la série Shadowhunters, et je trouve que c'est essentiel de la mentionner puisque c'est quand même une saga qui est très très connue, qui est intergénérationnelle. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une saga à lire, absolument, si vous voulez comprendre beaucoup de références, donc sur Booksta, BookTok, Booktube, toute la panoplie, quoi, enfin vous avez compris. Mais voilà, du coup, pour moi, c'est essentiel. Il y a encore beaucoup de références, notamment des mèmes, des réels, au niveau des relations qu'il y a là-dedans, parce que je sais qu'il y a une romance MM, après c'est pas centré là-dessus, mais tout l'univers manga, loup-garou, manga, qu'est-ce que je raconte, vampire, loup-garou, etc., c'est très très présent. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est un roman qui est très très essentiel. Ça n'a aucun sens ce que je vous raconte, mais qui est vraiment essentiel pour comprendre beaucoup de références. Et voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette petite vidéo et que je vous en parle aujourd'hui. Nous arrivons quasiment à la fin, donc j'ai pas le roman sous la main, mais j'avais la BD. Donc Phobos qui est pour moi essentiel. Tout le monde en parle, tout le monde connaît Victor Dixon et son univers, avec Phobos, avec Cogito, je sais pas comment vous le dites, moi je dis Cogito de base, mais du coup maintenant je dis Cogito. Bref, donc Phobos, Cogito, Extincta, maintenant Vampiria, donc il n'y a que 2 tomes pour le moment, mais apparemment il y en a prévu 12, c'est énorme, 12, bref, voilà, donc c'est un... enfin... ça me perturbe de dire que c'est un roman alors qu'en fait c'est une BD. Mais voilà, c'est une saga qui est énormément connue et qui est vraiment interplanétaire, je dirais. Ah non, interplanétaire. Sur Mars, c'est pas de roman. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, j'en sais rien, mais on sait jamais, voilà. Bref. Qui est intergénérationnel plutôt, parce que beaucoup l'ont lu étant jeunes. Ça fait bizarre de dire ça en fait. Beaucoup l'ont lu il y a quelques années et moi du coup je vais la lire bientôt. Alors beaucoup l'ont lu étant jeune ou plus vieux, peu importe. Enfin, c'est vraiment une saga qui prend beaucoup d'ampleur, qu'il y a des jeunes qui le lisent, il y a des plus vieux. Tout le monde commence un peu à connaître Victor Dixon en fait. Moi je sais que ma famille le connaissent beaucoup, du coup ils connaissent comme s'ils le connaissaient, hein, un petit peu comme moi. Bref, voilà, on l'a lu du coup 2 fois ensemble, c'est trop cool. Enfin, il est génial, voilà. Du coup, j'ai lu Cogito, j'ai commencé Extincta que je n'ai pas fini. Me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune idée, comme beaucoup de romans. Mais voilà, du coup, c'est quand même une saga qui prend beaucoup d'ampleur et qui est beaucoup présente sur les réseaux. Voilà, du coup, pour moi, c'est une saga qu'il fallait mentionner et qu'il faut absolument lire pour connaître tous les incontournables de Bookstar. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, nous arrivons au dernier roman. Une grosse saga de... si je me trompe pas, 2, 4, 6, 7 tomes et 8 films. Il s'agit de Harry Potter. Donc avant tout, je tiens à dire que je ne prends absolument pas part à la polémique. Voilà, on oublie, on parle juste de la saga Harry Potter, du livre, des films, etc., de l'univers des Potterheads, qui est juste énorme. Et voilà, on oublie ce que J.K. Rowling a fait, enfin, on peut pas l'oublier, mais on la met de côté, on l'oublie elle, et voilà. On prend juste ce qu'elle a construit, ce qu'elle a imaginé, qui est énorme. Et en fait, je me rends compte qu'il est tout petit. C'est quand même vachement étonnant. Et j'avoue que j'ai bien envie de me les relire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Future vidéo, je tiens à vous le dire. Mais voilà, pour moi, c'est une saga intergénérationnelle. Vraiment, c'est une des plus grosses sagas connues dans le monde entier. Je sais même pas combien d'exemplaires vendus chaque jour, chaque heure, je dirais même, que ça soit en neuf ou d'occasion. Il y a énormément d'éditions de cette saga. Il y a beaucoup de dérivés, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une des plus grosses sagas, des incontournables de Bookstar. Et voilà, c'est pour ça que je la mets en dernier, parce que c'est vraiment une des plus grosses. Et en fait, elle est incontournable. Vraiment, vous n'avez pas lu Harry Potter. Bon, vous avez vu les films, ça va quand même. Ça va. Mais il faut quand même les avoir lus pour comprendre encore plus de choses, pour voir un univers encore plus grand et pouvoir l'imaginer à notre façon en plus des films et voir des choses qu'il n'y a pas forcément dans le film. Donc voilà, c'est quand même des livres à lire. C'est des gros bébés pour certains. Parce qu'il y en a, ils doivent approcher des 700 pages, je pense. Comme l'Ordre du Phénix. Et en fait, les 3 derniers. Les 3 derniers sont gigantesques, vraiment. Mais voilà.
c'est intergénérationnel, un incontournable. Enfin voilà, vous voyez un petit peu cette pile que j'ai là, donc je pourrais même pas tout porter pour vous montrer un petit peu mes incontournables, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé un peu le principe, que ça vous aura peut-être aiguillé sur certains livres à lire pour comprendre certaines références, peut-être que ça va vous pousser à lire des livres pour être plus inclus, si je peux dire, dans cet univers de Booktube, Booksta. Oula, j'y arrive plus. Je l'ai trop dit, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Du coup, ça vous aura peut-être aiguillé sur vos futurs achats, vos futures lectures, etc. Bref, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre tout ça. C'est une vidéo un peu cafouine, hein, on va pas se le cacher. Les résumés sont complètement bateaux, tout est en barre d'infos, heureusement. Mais j'ai fait au mieux avec ce que j'avais sous la main, avec le temps que j'avais en ce moment, qui est très très compliqué, parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà, je cours après le temps, et le temps me passe devant. Voilà, clairement, moi je suis encore au début que le temps a déjà filé. Bref, mais voilà, malgré le peu de temps que j'avais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qui est très très longue, parce que j'ai dû la faire en 2 fois, et les 2 fois ça fait peut-être 60 minutes. Voilà, ça fait 1 heure que je tourne. C'est assez... c'est assez long, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé et que ça vous a bien aidé. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite bon courage pour la reprise, et puis moi aussi je vais reprendre. Allez, on ne pense pas à tout ça, c'est pas grave, je vous fais des gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.